et de vendre davantage de voitures. Et il y a aussi le fait que les courses automobiles sont souvent à l'origine de progrès considérables. C'est pourquoi, chaque année, une douzaine de constructeurs se disputent, au terme de 16 Grands Prix par année, dont un se déroule à Montréal, le titre de champion du monde en Formule 1. Martin Colligan, 10 ans, est champion courseur de boîte à savon. En 3 ans, il a accumulé 32 trophées et en 1986, Martin a été couronné champion de l'Association des coureurs de boîte à savon du Québec. J'ai commencé à faire des courses de boîte à savon en 1986, quand ma mère a vu une annonce dans le journal Le Point. Puis ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas fait. Là, j'ai demandé à mon père, il a dit « Si t'as un beau bulletin, on va t'en faire une boîte à savon. » Là, j'ai eu un beau bulletin, puis il m'en a fait une, puis c'est là que j'ai commencé à faire ma carrière de course de boîte à savon. Pour construire une boîte à savon qui peut rouler jusqu'à 60 km/h sur une pente de 190 mètres, il faut mettre environ 80 heures de son temps. Ça, c'est le signe des courseurs de boîte à savon. C'est pareil comme la classe A. Ça veut dire Association des courseurs de boîte à savon du Québec. Bon, là, je vais vous montrer l'intérieur d'une boîte à savon. On va commencer par l'arrière. Ici, c'est le frein. T'as un câble qui est relié jusqu'à la pédale. Puis ici, t'as une vis. Là, tu attaches le câble après à la vis. Puis là, t'as un spring. Puis là, quand tu mets le break, ça tire la corde, puis ça fait jeter le break par terre. Là, ici, c'est la... OK, ici, c'est le frein que je vous parlais tout à l'heure, que tu vois le câble qui est relié par la vis. Ici, c'est le volant. Ici, tu as le câble qui sort, puis c'est relié à une poulie, puis ça sort les deux côtés, ici, pour faire tourner le volant. Aussi, il y a un casque obligatoire pour les cas de sécurité. Ça, la position de course, c'est à peu près comme ça. Et il faut que les épaules soient bien rentrées pour avoir une meilleure aérodynamité. Puis, c'est comme ça, avec le casque. Quelle est la limite de vitesse la plus basse à avoir déjà été imposée par un gouvernement aux conducteurs de voitures? Est-ce 3 km à l'heure, 6 km à l'heure ou 9 km à l'heure? C'est 6 km à l'heure. En effet, en Angleterre, jusqu'à il y a 90 ans, une auto n'avait pas le droit de rouler à plus de 6 km à l'heure et devait avoir un équipage de 2 hommes et être précédé par un troisième tenant et agitant un drapeau rouge. Plus vite affecté par l'alcool que tout autre groupe d'âge, puis à ce moment-là, les risques sont multipliés d'une façon considérable. C'est eux qui ont normalement le plus d'accidents avec des facultés affaiblies. Mais est-ce qu'on a le droit de refuser d'entrer dans une voiture quand on sait que le conducteur a trop bu? On a le droit, et même on devrait toujours refuser, que ça soit le jour de pouvoir construire des voitures allant à plus de 1000 km à l'heure. Bien sûr, puisque déjà en 1983, l'Anglais Richard Noble a atteint avec sa voiture nommée Thirst la vitesse de 1019 km à l'heure. En fait, aujourd'hui, les possibilités d'augmenter la vitesse des voitures ne sont pas limitées par les capacités techniques des constructeurs, mais par la capacité des gens à pouvoir conduire à grande vitesse. Mais comment d'ailleurs serait-il possible de conduire une voiture à 500 km à l'heure sur une route de campagne? Mais en quoi les voitures de l'an 2000 seront-elles différentes de celles d'aujourd'hui? Les spécialistes s'entendent pour dire qu'elles rempliront des fonctions aujourd'hui remplies par les conducteurs et les conductrices.
C'est ainsi que déjà, à Tokyo, au Japon, on met à l'essai un système qui permet aux conducteurs de se situer en tout temps sur une carte de la ville, affichée sur un écran devant eux et de repérer les embouteillages. L'étape suivante consistera sans doute à apprendre aux autos à se conduire toutes seules, soit en leur donnant de l'intelligence grâce à l'informatique, ou soit en donnant de l'intelligence à la route où l'auto circule. Mais en attendant que les ingénieurs mettent au point les voitures de l'an 2000, nous avons demandé à quelques étudiants de l'école Louis Riel de dessiner pour nous la voiture de l'avenir. Je vous présente le tout-terrain. C'est un véhicule qui marche au plutonium, c'est-à-dire à l'énergie nucléaire. S'il y a trop de trafic, il sort une hélice, puis là, il peut s'envoler. S'il y a une grosse tempête de neige, bien, il se met des skis après les roues. Puis si les tuyaux d'échappement sont trop maganés, il prend le même métal, puis il peut s'en refaire d'autres. Ce véhicule marche à l'énergie solaire. Il peut aller à une vitesse vertigineuse, de planète en planète. Mon véhicule de l'avenir, c'est un véhicule tout-terrain, surtout pour les opérations de sauvetage en forêt. Dans la cabine, il y a un émetteur radio pour pouvoir avoir accès au moteur. Comme ça, s'il y a des réparations à faire, on n'a pas besoin de sortir du véhicule. Mon auto de l'avenir fonctionne au gaz. Il est capable de voler et d'aller dans le ciel. Aussi, il roule et il vole. Je reçois maintenant Yves Guérard de l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides. Yves Guérard est né à Montréal-Nord il y a 30 ans. Dans sa famille, on parlait beaucoup de pollution. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, il savait qu'il allait, toute sa vie, travailler à la protection de l'environnement. Il a donc étudié à l'université en biologie, puis en sciences de l'environnement. Aujourd'hui, il travaille pour l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides et il s'inquiète beaucoup de la pollution causée par les automobiles. Salut Yves. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que l'auto pollue beaucoup l'environnement?